La protection de notre patrimoine est un devoir politique. Le Panthéon, ces grands hommes inhumés en sous-sol, mais surtout ces fissures. Il faut 100 millions d'euros sur 10 ans. Tout ce que ne peut pas faire l'État ou les collectivités locales, ce sont les associations qui le font. L'État dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye un bail à l'État, fasse les travaux de restauration et ait un projet. Bienvenue au château de Versailles, l'un des 43 000 monuments historiques protégés. Le patrimoine français est exceptionnel en Europe et dans le monde. En témoigne l'incroyable succès des Journées du patrimoine qui attirent chaque année plus de 10 millions de visiteurs. Mais voilà, le patrimoine, ça coûte cher et l'État n'a plus les moyens d'assumer ses responsabilités, à savoir entretenir, restaurer et surtout ouvrir au public les monuments qui lui appartiennent. Du coup, la tentation est grande de se séparer d'une partie de ces monuments pour les céder soit à des propriétaires privés, qu'ils soient français ou étrangers, soit à des collectivités territoriales. D'ici 2013, 1700 biens immobiliers doivent être vendus, ce qui fait dire à certains que l'État brade les bijoux de famille. La politique de l'État met-elle en danger le patrimoine? Les reporters de Public Sénat ont enquêté. L'État n'est propriétaire que d'une petite minorité de monuments historiques. La plupart appartiennent à des particuliers et surtout aux collectivités territoriales. Et cela ne devrait aller qu'en augmentant puisqu'une loi permet aux communes, aux départements et aux régions d'acquérir n'importe quand et gratuitement un monument national en contrepartie d'une obligation d'animation culturelle et d'ouverture au public. Une première vague de 65 transferts avait déjà eu lieu dans le cadre de la loi de décentralisation de 2004. Quels bénéfices tire une collectivité locale de la gestion d'un monument? Quels sont les risques qu'elle prend? C'est un reportage d'Élise Cardy et de Claire de Buisère. Au cœur de l'Alsace, impossible de rater le château du Haut-Königsbourg, véritable forteresse médiévale accrochée à un massif rocheux. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un château intégralement restauré. Cette restauration intégrale date d'il y a à peu près 100 ans, au tout début du XXe siècle. C'est le premier monument historique à avoir été transféré à une collectivité territoriale. En 2004, le département du Bas-Rhin s'est porté candidat. Une opération alléchante car peu risquée. Le château serait même une véritable opportunité. Opportunité financière d'abord parce que, bon, il faut le dire, c'est un des rares monuments touristiques, historiques, payants, qui soit bénéficiaire au niveau. Et c'est bien pour ça aussi que c'était la surprise que l'État veuille s'en défaire. Parce que, bon an, mal an, le château ici dégage un bénéfice de l'ordre de 500 000 euros. Et si l'État a accepté de se défaire aussi facilement d'un tel fleuron de son patrimoine, c'est que l'homme à la tête du département à l'époque était Philippe Richert, sénateur et rapporteur de la loi qui a permis ces transferts. 7 ans plus tard, il tire un bilan très positif de cette nouvelle gestion de proximité. Ce transfert à la collectivité a été l'occasion pour la collectivité d'engager des travaux de sécurisation, de mise en valeur qui autrement n'auraient sans doute pas été menés si ça avait été l'État qui aurait trouvé 1000 autres raisons d'utiliser cet excédent ou ces excédents vers d'autres fonds. Donc le patrimoine, en l'occurrence, qui a été transféré au Conseil général, a été valorisé du fait de ce transfert. Mais toutes les collectivités n'ont pas les moyens d'un Conseil général. Si vous pouvez capter le chant des cigales. À 700 km de là, c'est une petite commune près d'Aix-en-Provence qui a fait ce pari un peu fou. La Roque d'Enterron, 5000 habitants, a repris la gestion de l'abbaye de Sylvacane en 2008. Un véritable challenge pour l'équipe municipale et pour cette abbaye cistercienne du XIIe siècle un peu abandonnée par l'État. C'est la promesse d'une nouvelle vie. L'entrée principale, qui est la porterie, se faisait de ce côté ouest. Et justement, le projet qu'on a, c'est de refaire l'entrée visiteur de ce côté-là. Ce serait beaucoup plus cohérent que maintenant, ce que l'État a construit. Hein, cette boutique accueil ici, qui est perpendiculaire en fait à l'entrée principale de l'église. Donc on rentre mais de côté. Accessibilité, rénovation et communication, le chantier est énorme pour la commune. Robert Villevieille n'est devenu maire que 2 mois plus tôt après le décès de son prédécesseur.
Avec la mairie, il hérite de l'abbaye dans le cadre d'un contrat de 5 ans passé avec l'État et qui doit donc se terminer en 2013. Si j'ai bien compris la passation de pouvoir, un bilan doit être fait en 2013 pour savoir si effectivement ce transfert peut se poursuivre. Il faudra démontrer que nous avons pu mener à bien les travaux qui étaient prévus dans le cadre du transfert et que nous avons pu mener à bien le développement du fonctionnement de l'abbaye de Sébacane. Mais est-ce que dans le cas contraire, il pourrait vous être retiré ? Alors je ne sais pas exactement, je pense que ça serait difficile de le retirer, mais puisqu'on dit qu'il y a un plan quinquennal, je pense qu'effectivement à l'issue du plan quinquennal, il peut y avoir non pas une sanction, mais un bilan à faire et des conclusions à en tirer. Rien n'est acquis. Si l'État s'est débarrassé de la gestion du monument, il continue de financer près de la moitié du budget engagé. Une grande partie du reste étant apportée par la communauté d'agglomération d'Aix-en-Provence. La petite commune de la Roque-d'Enterron doit rendre des comptes. Où est-ce qu'elles sont les hôtesses de la CPA? Alors, pour faire revivre l'abbaye et attirer des visiteurs, ils avancent à tâtons. Ce jour-là, ils font le pari d'organiser un concert avec un grand nom du jazz dans le parc de l'abbaye. Mais à quelques minutes du début du concert, monsieur le maire fait grise mine. Il faut qu'il y ait encore un peu de monde. Ça vous inquiète un peu? Un petit peu. Pour la commune, la bataille ne fait que commencer. D'ici 2013, il lui faudra s'imposer comme un gestionnaire crédible face à d'autres collectivités locales bien plus riches qui auraient déjà des vues sur ce chef-d'œuvre de l'architecture provençale. Jean-Jacques Ayagon, quand en novembre 2009, les députés et les sénateurs se sont rendus compte que dans le projet de loi de finances 2010, le gouvernement avait glissé un amendement qui lui permettait de céder gratuitement et n'importe quand un monument à une collectivité territoriale. Les parlementaires se sont émus et vous êtes montés au créneau contre votre tutelle. Pourquoi? L'État étant propriétaire de certains monuments, il me semblait possible, certes, que l'État délègue à des collectivités locales la responsabilité de certains de ces monuments, mais je trouvais inadmissible qu'on puisse imaginer que toute collectivité locale pourra à tout moment revendiquer, et gratuitement, enfin encore gratuitement, mais enfin en tout cas symboliquement revendiquer la responsabilité d'un monument qui appartient à l'État, quel que soit ce monument. Parce que certains de ces monuments, à mes yeux, appartiennent à l'État de façon irréversible, imprescriptible, irrévocable. On ne peut pas imaginer que l'Arc de Triomphe, par exemple, soit demain revendiqué par la ville de Paris. C'est un monument national, que le château de Versailles, qui appartient de façon intime à la mémoire de la nation française tout entière, puisse demain être revendiqué par une collectivité locale. Du coup, les sénateurs sont à l'origine d'une proposition de loi qui encadre la cession des monuments par l'État. De quelle façon, quelles sont les conditions, selon vous, auxquelles on peut céder la gestion d'un monument à une collectivité territoriale? Ce sont des conditions très proches de celles que j'avais mises en œuvre quand, mettant cette question de la décentralisation sur le tapis, j'avais institué la commission présidée par René Raymond, qui avait défini une liste de monuments transférables. Une possibilité est ouverte, mais elle doit donner lieu à une délibération d'une commission compétente, délibération qui, tout d'abord, examine l'opportunité de procéder à cet acte de décentralisation, de délégation. Deuxièmement, qui consiste à vérifier la capacité de la collectivité qui est candidate à s'occuper de ce monument. Mais vous, qui êtes à l'origine d'une antenne du Centre Pompidou à Metz ou du Louvre à Lens, et qui vous apprêtez, je crois, à faire Versailles hors les murs grâce à un accord de partenariat avec la ville d'Arras, vous êtes favorable à une gestion décentralisée du patrimoine? Je suis partisan de la décentralisation, mais je crois aussi qu'à l'égard du patrimoine monument historique, l'État a le devoir de prendre en charge ce qui lui appartient en propre de façon imprescriptible, tout en mettant en place naturellement des budgets pour intervenir également en faveur des monuments historiques qui appartiennent à d'autres propriétaires, collectivités locales ou particuliers. Il faut aujourd'hui dans notre pays inventer des moyens d'action concertée entre l'État et les collectivités locales, extrêmement subtiles, intelligentes, mais qui ne constituent pas en une braderie. Mais l'État, effectivement, ne peut pas continuer à tout entretenir, ça coûte cher. Le château de Versailles, le domaine de Versailles est l'un des rares monuments bénéficiaires. Je crois qu'il a 89% de ressources propres. Quelles sont les recettes?
Vous savez, le château de Versailles bénéficie d'une fréquentation de plus de 6 millions de visiteurs par an, ce dont aucun autre monument historique ne réussit à atteindre en France. Et ça suffit, les fréquentations, pour être bénéficiaire? Ça suffit, ça ne suffit pas tout simplement parce qu'on n'exploite pas le château de Versailles comme le ferait un opérateur privé. Quand il s'agit de développer des activités commerciales, il est évident que le service public marque plus de pudeur à l'égard des choses que ne le ferait un opérateur privé qui n'hésiterait pas à livrer ses espaces à une commercialisation très, très radicale, très intense. Mais alors, à cet égard, pardon, il y a eu quand même ce qu'on appelle du sponsoring. La Galerie des Glaces, je crois, a été rénovée. Le sponsoring, c'est pas de la commercialisation. Le sponsoring, mais ça s'accompagne de logos, de présence d'une marque privée. Sincèrement, que dans la Galerie des Glaces, qui mesure 75 mètres de long, il y a à l'entrée une inscription de 7 cm de haut indiquant que la Galerie des Glaces a été restaurée grâce au mécénat de compétences de la société Vinci. Je crois qu'il n'y a pas là un acte commercial. Il ne s'agit pas de publicité en néon placée sur le toit du château de Versailles. C'est un fantasme puéril et incompréhensible que de s'imaginer que le consentement à l'égard du mécénat constituerait un acte de marchandisation, pour employer un grand mot, de la culture. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir ouvert cette galerie des batailles du château de Versailles. Vous le disiez, le patrimoine est difficile à entretenir, ça coûte cher. Les propriétaires, qu'ils soient des particuliers ou même des collectivités territoriales, bénéficient d'aides de l'État, mais elles sont parfois insuffisantes. Et sans l'aide de bénévoles, eh bien, certains chantiers ne verraient jamais le jour. Le mécénat, vous en parliez également, vient soutenir l'action de l'État en matière de restauration du patrimoine. Reportage dans l'Aveyron et dans le Tarn de Paul Bouffard. Entre l'Aubrac et l'Écosse, sur son piton volcanique, Calmondolt, un château fort, site classé au patrimoine historique. Depuis le XIe siècle, ces murailles à vocation militaire surplombent la vallée du Lot. Aujourd'hui, derrière ces murs, plus de seigneurs, mais des passionnés qui tentent de faire revivre le patrimoine. À une trentaine de kilomètres de Rodez, Calmondolt, une formidable forteresse qui renaît grâce au travail de quelques bénévoles. À leur tête, Thierry Plume, un chef d'entreprise. En 1987, il rachète le château pour éviter qu'il ne devienne un restaurant. Il sauve le site en créant une association de sauvegarde et se lance dans la restauration. Sa première mission, trouver de l'argent, le nerf de la guerre. C'est vraiment un phénomène très très difficile à gérer que celui du financement d'un monument historique en restauration tel que celui-ci. On va prendre un cas très concret. À l'heure actuelle, on est en train, pour stabiliser ce donjon qui menaçait de s'ouvrir en deux, on est en train de restituer un étage et on va créer une dalle technique. Ceci est financé par les programmes de ce que l'on appelle le strict entretien. C'est-à-dire que les monuments historiques classés, et c'est le cas du château de Calmont, les monuments historiques classés bénéficient d'aide de l'État à hauteur de 50% et puis d'aide du département à la hauteur de 10%, éventuellement 20% pour notre cas. Faute de ce budget et de cette stabilisation, le donjon, à terme de 10 ans, s'ouvrira et fondera d'autres parties du château. Grâce à l'association de sauvegarde et après 300 ans d'abandon, les ruines reprennent vie. L'été, des chantiers de bénévoles remontent une charpente, redressent un mur. Rythmés par les coups de burin, les travaux sont menés par Arnaud de Benoît, tailleur de pierre au château. À ses côtés, 10 nationalités et près de 150 jeunes se croisent sur le site. Cette année, c'est le donjon qui est l'objet des attentions. Beaucoup de chantiers n'existent que par le bénévolat. Actuellement, on doit refaire un plancher dans cette tour. S'il n'y avait pas les bénévoles qui venaient tous les ans pour restaurer ce château, ce serait une ruine. Les bénévoles donnent un coup d'accélérateur à la restauration, mais bien souvent, cette force de travail est freinée par la surveillance particulièrement exigeante des services de l'État. Il y a un architecte des bâtiments de France qui contrôle l'avancée des travaux et qui décide des travaux à entreprendre. Par moment, ça peut retarder, mais ce n'est pas la chose la plus importante. L'objectif du chantier, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité à avoir. C'est vraiment rendre le château au plus proche de ce qu'il était autrefois. À quelques lieues de là, en remontant sur le plateau du Larzac, une masse de pierre se dessine. Du haut de ses 27 mètres, la tour du Viala avait pour vocation au XIVe siècle de protéger les habitants du village. Désormais, ce sont eux, villageois férus d'histoire, attachés au patrimoine local, qui permettent à cette fortification de tenir debout.
Sans la fondation de l'association en 1981, tout ça, ça serait un tas de pierres, puisque ça devait être démoli en 1981 par la commune. Tout ce que ne peut pas faire l'État ou les collectivités locales, ce sont les associations qui le font. On est bien loin de Calmondolt. La tour du Viala est un site inscrit et non classé. Résultat, les aides de l'État sont divisées par 3. Les 60 personnes de l'association ont dû trouver des idées. On a créé, si vous voulez, au niveau de l'association, donc un gîte d'étape. On a aussi une boutique. Et puis on a les visites. Le plus souvent, avec des associations, c'est de la débrouille. C'est des contacts à droite, à gauche, et puis il faut faire avancer les choses, parce qu'autrement, il ne s'agit pas de restaurer un monument, et puis qui se dégrade, parce qu'on n'a pas été assez rapide. Donc très très vite ici, sur ce logis, il faut arriver à avoir un toit. Pour pallier ces difficultés, certains ont trouvé la parade. Monument phare de la cité épiscopale, classé au patrimoine mondial de l'humanité, la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi a retrouvé toutes ses couleurs grâce au mécénat. La loi relative du 1er août 2003 permet d'encourager les initiatives privées et bien souvent celles d'une entreprise. Ici, la Fondation Gaz de France a financé en partie la restauration de peintures murales des chapelles hautes. Une aubaine pour Patrick Gironet, conservateur du monument. Des édifices comme la cathédrale Sainte-Cécile ont besoin d'investissement et une sorte aussi un accompagnement à la fois moral mais aussi financier qui permet de faire des travaux qui coûtent un prix important. C'est manifestement un accélérateur pour la restauration du patrimoine. Pour certains, ces dons de grandes entreprises pourraient dénaturer la vocation culturelle du lieu. Mais à Albi, pas de logo, aucune trace apparente du mécène. Depuis le Moyen-Âge, riches marchands ou seigneurs financent des vitraux ou encore des sculptures dans les édifices. Aujourd'hui, le mécénat est perçu comme accompagnateur de l'action de l'État. Alors Frédéric Auclin, vous êtes le président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. On entend dans le reportage que vous pouvez parfois retarder certains travaux. Vous êtes même, paraît-il, la bête noire de certains propriétaires de monuments classés historiques parce que vous imposez des conditions drastiques. Lesquelles? Alors, d'abord, pour répondre à votre question, c'est le ministère de la Culture qui, en matière de monuments historiques, donne des avis, d'abord des conseils, et puis est obligé aussi parfois de contrôler les travaux. En fait, on a beaucoup de cristallisation sur le sujet. La réalité, des avis ABF sont émis sur à peine 3% du territoire urbanisé. Pourquoi il y a de tels enjeux? C'est que sur ces 3% de territoire urbanisé, on est sur des enjeux identitaires. Si on est redouté parfois, on est aussi envié par d'autres pays européens qui n'ont pas ces dispositifs-là. Et on en voit les résultats sur certains pays comme en Pologne, à Varsovie aujourd'hui, à Tirana, en Albanie. Vous voyez ce que c'est qu'un État qui ne contrôle pas son cadre de vie. Dans l'est du Loiret, la petite commune de Lyon en Sullias qui a demandé le déclassement de l'une de ses églises pour cause, dit-elle, d'incompatibilité d'humeur, en tout cas de problèmes avec les architectes des bâtiments de France. Est-ce que du coup l'un des moyens de vous contourner, c'est de faire déclasser les monuments? Franchement, quand on classe un monument historique, c'est que derrière, il y a une philosophie. On est héritier de tout ce schéma que la Révolution française nous a offert en héritage. Cette notion que le monument historique, c'est un patrimoine commun de la nation. Donc on ne joue pas avec le classement ou le déclassement, il faut vraiment de bonnes raisons et pas uniquement des problèmes humains ponctuels, complètement arbitraires par rapport à l'échelle de vie du monument. Donc vous ne constatez pas forcément d'une recrudescence de déclassement? Non, en réalité on continue à protéger les monuments historiques puisqu'on en protège en moyenne 300 à 400 par an. Et c'est, de mon point de vue, insuffisant par rapport à tout ce qu'il y a encore à faire. Parce que c'est un peu un serpent de mer, il y a plusieurs passes d'armes et tentatives, même législatives, pour essayer de vous contourner ou de diminuer votre rôle. Le dernier exemple en date, le rapport du sénateur Doligé, qui vise à assouplir les normes qui sont applicables aux collectivités territoriales. Vous avez le sentiment que sous prétexte de simplification des normes, on cherche à anéantir tout simplement le rôle des architectes des bâtiments de France? Très curieusement, il y a eu une réforme de l'autorisation des droits des sols assez importante en France qui a eu lieu il y a à peine 4 ans, c'était octobre 2007 en application. Et avec ces propositions-là, on est en train de tout remettre par terre. Alors on parle de simplification et en réalité on complique énormément parce que les choses deviennent parfaitement incompréhensibles pour les Français. Par exemple, il y a des propositions sur les sites inscrits. Il n'y aura plus d'avis d'architecte des bâtiments de France, mais alors ce sera l'avis de qui? Je veux dire que dans le cadre de la décentralisation, on ait des transferts de compétences, pourquoi pas, mais quand c'est un abandon de 40 ans de politique, là je pense qu'on joue un petit peu les apprentis sorciers. Vous vous sentez menacé? Menacé? Moi je ne suis pas menacé, je travaille pour l'État. Donc quand la France, j'estime que son cadre de vie est menacé, oui, je réagis en tant que président. À un moment donné, ça reste un bien public. Maintenant, la tentation de certains peut-être, ce sera de privatiser ce patrimoine. Et là, je pense que nous aurons quitté définitivement les ambitions de la Révolution française dans cette matière.
On a pas mal d'exemples en Catalogne, de l'autre côté des Pyrénées, où on a vu effectivement des monuments historiques devenir des lieux entièrement privés de luxe. Alors certes, on peut se dire que ça les sauve pour les générations futures, mais d'une certaine manière, on se prive encore une fois de cette capacité pour nos enfants de visiter ces lieux exceptionnels et de manière équitable. Parce qu'effectivement, il y a une convention qui a été signée en novembre 2009 entre les ministères du Tourisme et de la Culture, convention qui prévoit de transformer une partie des monuments historiques en grands hôtels de luxe ou en restaurants. Alors évidemment, ça permet à ces monuments de devenir rentables, mais ça peut parfois les détourner de leur vocation historico-culturelle et surtout, effectivement, ça ferme l'accès au grand public, comme vous le disiez. Reportage à Sedan de Sandra Cerquera et de Marie Brémaud. 35 000 mètres carrés, 7 étages, des murs de 7 mètres de large, c'est le château fort le plus grand d'Europe. Il incarne l'histoire de Sedan, dans les Ardennes, une ancienne principauté prospère du XVIe siècle. Il y a 40 ans, la mairie rachète la bâtisse pour 1 franc symbolique. Faute de moyens pour l'entretenir, une partie du château tombe en ruine. Cette photo, moi, quand je la vois maintenant, je ne reconnais pas, je ne me rappelais pas que c'était dans cet état-là. Plus de toiture, plus de fenêtres. Après 18 mois de travaux, le lieu est transformé en hôtel 3 étoiles. C'est le résultat d'un partenariat entre la mairie et le groupe France Patrimoine, spécialisé dans l'activité culturelle de sites historiques. Si vous restaurez pour restaurer, vous allez épuiser les finances communales assez rapidement. Donc il fallait qu'on donne ici une occasion à ce que l'argent public puisse s'investir, non pas à fond perdu, mais justement sur des dynamiques économiques, d'emploi. C'est ainsi que le maire a justifié son projet auprès des plus réticents. D'autant que la ville reste propriétaire, malgré l'intervention du privé. Pour ses clientes, c'est un pari réussi, l'hôtel est bien intégré au site. Ça fait partager un petit peu la vie de château et puis ça donne une vie à l'édifice. Hein. Hors des murs, des touristes visitent les alentours du château. Le guide leur raconte l'histoire du Palais des Princes, une annexe construite au XVIIIe siècle par Henri de la Tour d'Auvergne pour son épouse qui n'aimait pas les remparts. C'est ça, mais il y avait une chaise porteur qui menait vers le château. C'est pourquoi ils ont eu 6 enfants. Coincé devant le portail d'entrée, c'est sur un plan qu'ils découvrent l'intérieur du bâtiment. Inaccessible depuis que le Conseil général a vendu le palais pour le transformer en logement privé. C'est choquant de voir que des bâtiments qui appartiennent à la collectivité sont vendus pour faire des appartements. Yannick Corblin n'habite pas ici. Il travaille dans le centre d'appel qui se trouve derrière ces murs. Il n'y a rien de dénaturé puisque tout a été refait scrupuleusement, que ce soit au niveau du toit, des ardoises. Légalement, les architectes des Bâtiments de France doivent contrôler la réhabilitation des façades, mais rien d'obligatoire concernant l'intérieur. Une fois passé la porte, on découvre des couloirs refaits sommairement. Nous sommes pourtant en plein cœur d'un monument classé. Étienne a accepté de nous faire visiter son logement. Des murs épais, des poutres repeintes, rien d'autre n'est d'époque. Notre appart, il est un peu plus de 90 mètres carrés. On paye 650 avec les charges. Donc c'est vraiment raisonnable, quoi. Ouais. Donc, par rapport à notre appartement qu'on avait visité, on était dans le même ordre de prix. Et c'est ainsi dans tout le centre de Sedan. Classé en 99 ville d'art et d'histoire pour ses bâtiments historiques, transformés aujourd'hui en logements locatifs. Vous avez au fond un immeuble qui est en cours de réhabilitation, dont on voit l'état final et qui n'aurait jamais pu être remis en état sans l'apport d'investisseurs extérieurs. Les monuments sans acheteurs sont à l'abandon. Entretenir le patrimoine coûte trop cher. La collectivité n'a pas d'autre choix que de laisser le privé réhabiliter à sa place. Ce ne sont pas des investisseurs qui investissent pour vivre à Sedan ou faire prospérer particulièrement Sedan, mais plutôt des investisseurs qui souhaitent faire des placements financiers. Plombé par le chômage, Sedan se vide de ses habitants, mais attire les capitaux. Les sites web immobiliers proposent d'investir dans la ville, le foncier y est très bas. Plus attractif encore, le centre historique de Sedan, classé secteur sauvegardé, il permet aux acheteurs de bénéficier de la loi Malraux sur la conservation du patrimoine, crédit d'impôt à la clé.
Les propriétaires qui ont fait des travaux ont bénéficié de la loi Monument historique, qui est une loi avantageuse puisqu'elle permet aux propriétaires de défiscaliser le montant complet de leurs travaux par rapport à leurs revenus professionnels. Parmi ces contribuables, certaines vedettes de foot dont les noms n'ont jamais été dévoilés et qui n'auraient sans doute pas investi dans le patrimoine sedanais sans cette niche fiscale. Bonjour Alexandre Gady. Bonjour. Vous êtes un historien de l'art très engagé dans la défense du patrimoine. Certains disent de vous que vous êtes un ayatollah, paraît-il. Alors le Palais des Princes, annexe du château de Sedan, transformé en appartement et découpé, vendu par lot, est-ce que ça vous choque? C'est-à-dire que c'est toujours une douleur de voir un bâtiment qui avait une cohérence historique, une cohérence architecturale, transformé dans sa fonction. Ça peut arriver, il y a beaucoup de bâtiments qui sont sauvés parce qu'on les a transformés. Et c'est sûr que vendu à la découpe, ça veut dire une multiplication de murs de refend, une multiplication de salles de bain et de cuisine pour faire des appartements. Et surtout, le public n'y a plus accès. Et le public n'y a plus accès. Alors en France, on est trop sensible à l'image du patrimoine et pas assez à la substance. Alors c'est vrai que la façade reste, mais si à l'intérieur tout est changé, c'est quand même une perte patrimoniale. Alors justement, là, nous sommes dans l'hôtel de Wendel, dans le 9e arrondissement de Paris, ancien hôtel particulier qui appartenait aux de Wendel et qui vient d'être transformé en école élémentaire. On se trouve dans une salle de lecture, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a des élèves qui vont venir ici. C'est bien ça, ce patrimoine transformé en école? Alors ça, je dois dire que c'est une opération que je trouve absolument merveilleuse parce que un bâtiment comme ça aurait pu être acheté par le privé, ça posait aucun problème, mais qu'est-ce qu'il y aurait eu ici? Objectivement, il y aurait eu des bureaux. Des bureaux, peut-être des faux plafonds, des ordinateurs. Ici, on a tout gardé. Le passage coché avec sa lecture, et on a remis des pavés en bois qui avaient été mis à l'époque au 19e, qu'on a dû enlever, mais on en a remis au lieu de mettre du goudron. Il y a un grand escalier d'honneur qui ne manque pas d'allure, je dois dire. Donc les enfants qui vont monter cet escalier, c'est extraordinaire pour la formation de leur œil. Et on a offert à l'école qui va venir là ce décor en conservation, avec y compris donc des salles qui sont exploitées. Je dois dire que c'est quand même une opération, ça va être inauguré à la rentrée, c'est quand même formidable. Oui, on y a accès en avant-première. En avant-première, oui. Est-ce que cette seconde vie qu'on donne à certains monuments, c'est la seule façon de les sauver? La difficulté, c'est vraiment de trouver la bonne affectation. Par exemple, une église désaffectée qui devient une boîte de nuit, bon, moi, c'est pas mon truc, mais enfin bon, oui. Voilà. Ou l'Hôtel Dieu à Lyon qu'on envisage de transformer en 5 étoiles, en palace. Voilà, ceux qui ont fait l'Hôtel Dieu au Moyen-Âge l'ont fait pour les pauvres. Et il y a dans le testament, dans les legs, l'expression est très clairement marquée. Et d'ailleurs, il semblerait que l'archevêque primat des Gaules, Monseigneur Barbarin, ait fait remarquer cela, qu'on allait mettre un 5 étoiles dans un bâtiment construit pour les pauvres. Alors, il y a des limites. La difficulté, c'est que personne n'est d'accord sur ces limites. Première limite, c'est l'argent. Mais est-ce que l'argent doit être la seule jauge possible? Cet aspect commercial, le fait que des investisseurs puissent défiscaliser, gagner de l'argent sur le patrimoine, comme on le voit très bien dans le reportage, ça choque quand même une grande partie de la population. Bien sûr, que les gens gagnent de l'argent en s'occupant du patrimoine, discutons-en, parce que si on leur dit vous allez perdre de l'argent, occupez-vous du patrimoine, tout le monde va partir en courant, donc soyons pas naïfs. Alors par exemple, je vais vous donner des exemples. Il y a un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, racheté par l'État du Qatar, 404 millions d'euros pour en faire un palace. Autre exemple, le siège de Météo France qui a été racheté par la Russie pour devenir une église et un séminaire pour former des prêtres. Église orthodoxe. Voilà. Et l'État envisage d'ici 2013 de céder 1700 biens immobiliers de cette façon. On dit qu'il brade les bijoux de famille. Quelle est votre opinion? On voit bien comment ça va se passer. C'est-à-dire que l'État avait vocation à acheter tout le territoire, tous les bâtiments, et les Français aiment ça. Ils sont tranquilles, l'État veille. Ça, on en sort sous la contrainte de la ruine du pays, enfin pour dire les choses avec un peu de brutalité. Et évidemment, il va être obligé de se défaire d'un certain nombre de biens. Alors, c'est là où il faut faire attention. Si vous faites un héritage et que vous vendez les bijoux de votre grand-mère, ben vous n'allez pas vendre les bijoux les plus précieux qui viennent de sa propre grand-mère et qui vous rattachent à toute l'histoire de votre famille. Vous allez vendre les choses qui n'ont qu'une valeur annexe et qui sont passagères dans la mémoire de votre famille. Ben là, c'est la même chose. L'État va vendre des casernes, des postes transformateurs électriques, des vieilles gares. Et puis, il y a un moment, on tombe sur une perle qui veut dire plus que l'enveloppe de l'édifice. Le cas archétypal, c'est l'hôtel de la Marine. Merci beaucoup Alexandre Gady. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet publicsena.fr quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24. Et je vous encourage bien sûr à profiter des Journées du patrimoine pour découvrir ce patrimoine incroyablement riche de la France. À très bientôt.